Chers étudiants, bonjour. C'est Madame Bouchour pour vous donner le cours de botanique. Aujourd'hui, on termine le cours de botanique avec le dernier chapitre, le dernier cours, consacré aux ptéridophytes ou fougères. Comme généralité, on peut dire que les ptéridophytes ou les fougères sont des cormophytes. On a commencé les cormophytes dans le cours précédent avec les bryophytes. Les ptéridophytes aussi sont des cormophytes, c'est-à-dire l'appareil végétatif est un cormus formé de racines, de feuilles, de tiges, de tissus et pas un talophyte. Les ptéridophytes sont les seuls cryptogames vasculaires. J'ai déjà donné dans le cours précédent un schéma qui résume cette classification. Les ptéridophytes sont toujours des cryptogames. C'est pour ça qu'ils sont considérés comme des plantes inférieures. C'est quoi les cryptogames? C'est les plantes ou les végétaux où les organes reproducteurs sont cachés et la reproduction, elle est cachée. Vasculaire, c'est le seul groupe qu'on a fait qui est vasculaire. Vasculaire, c'est-à-dire qui contient des tissus vasculaires ou les vaisseaux, les tissus conducteurs qui sont principalement le xylème et le phloème. Ce sont des végétaux possédant des racines, des tiges, des feuilles, mais sans fleurs. Il n'y a pas de fleurs, c'est pour ça que c'est des cryptogames. Les organes reproducteurs sont toujours cachés. Ils sont chlorophylliens autotrophes. C'est des végétaux qui contiennent de la chlorophylle, qui font de la photosynthèse et automatiquement c'est des autotrophes. Ces plantes commencèrent à disparaître il y a 200 millions d'années pour céder la place à des végétaux mieux adaptés à la vie terrestre, c'est-à-dire les spermaphites. La majorité, il y a plusieurs genres qui sont disparus. Pour laisser la place aux plantes supérieures ou aux spermaphites, c'est-à-dire les fougères, une grande partie des fougères sont à l'origine de l'apparition des plantes supérieures. Chez les ptéridophytes, il y a toujours un sporophyte et un gamétophyte, mais ce n'est pas comme chez les bryophytes. Chez les ptéridophytes, le sporophyte est dominant dans la taille et dominant dans le cycle. C'est un sporophyte qui est dominant sur le gamétophyte. Le sporophyte, si vous voulez, c'est l'appareil végétatif, des vraies racines, une vraie tige, des vraies feuilles. Les feuilles contiennent des sporanges, on va parler après. Des vrais tissus conducteurs qui sont le xylème et le phloème. Par contre, le gamétophyte, il est considéré comme un thalle ou un protale. Il est appelé protale parce que c'est une petite feuille, une petite lame, en général cordiforme, c'est-à-dire une forme de cœur à peu près, de quelques millimètres de long, pas d'organes, il n'y a pas d'organes, c'est juste un thalle, ni tige, ni feuilles, ni racines, ni tissu conducteur. Il y a des rhizoïdes qui fixent le gamétophyte au support, à la terre, puisque le gamétophyte, c'est le premier qui apparaît avant le sporophyte. Il doit se fixer par des rhizoïdes et pour absorber aussi de l'eau. Et il y a sur le gamétophyte, il est appelé gamétophyte, c'est-à-dire son rôle c'est donner les gamètes. Il va porter les organes reproducteurs qui sont les gamétanges. On voit ici, si vous voulez, la structure générale d'une fougère. Il y a toujours un gamétophyte haploïde avec des rhizoïdes. À partir de ce gamétophyte, après la fécondation, il y aura un sporophyte qui va croître encore plus que ça. C'est le sporophyte qui est à deuxième chromosome et le sporophyte, selon son nom, il va donner après des spores haploïdes. Maintenant, la classification des ptéridophytes. L'embranchement des ptéridophytes est divisé en 4 différentes classes. La première classe, comme chez les bryophytes, la première classe, c'est la plus importante. C'est les fougères proprement dites. C'est la classe des phyllicinées ou fougères. Les fougères proprement dites, comme vous voyez ici, c'est la forme typique d'une fougère. Les fougères proprement dites est le plus grand groupe des ptéridophytes, une grande feuille
qu'on appelle la fronde. Et un rhizome souterrain, c'est quoi le rhizome? Le rhizome, c'est une tige souterraine qui se trouve chez quelques plantes supérieures et la majorité des fougères aussi contiennent cette tige souterraine. Il y a 11 ordres. 5 sont des fossiles. C'est quoi les fossiles? C'est-à-dire qu'ils n'existent plus. C'est juste des fossiles. Il y a un ordre qui est le plus grand, le plus important, c'est l'ordre des filicales. La deuxième classe, c'est la classe des psilotinés. Il y a une morphologie complètement différente. Plantes vasculaires les plus anciennes, c'est les plus anciennes. Presque toutes des plantes fossiles, la majorité ont disparu. Plantes herbacées, dépourvues de racines, il n'y a pas de racines. Il y a 3 ordres. Les psilotales, les rhignales et les psilophytales. La troisième classe, c'est la classe des lycopodinées. Toujours une morphologie différente, ne possède pas de vraies racines, il n'y a pas de vraies racines. On suppose que c'est dans cette classe que se trouvent les ancêtres, c'est-à-dire les origines des plantes à fleurs ou les spermaphytes. Il y a 3 ordres. Les lycopodiales, les sélaginellales et les lépidodendrales. La 4e classe et la dernière, c'est les échisétinés. Ils sont connus, c'est les prêles. On les appelle les prêles, voilà leur apparence. C'est les prêles. Caractérisés par un rhizome aussi, comme la première classe des fougères, il y a un rhizome souterrain. Cet ordre dans 6 fossiles. Normalement, ils sont divisés en 7 ordres, mais 6 ont disparu, il reste un seul ordre. C'est l'ordre des échisétales avec un seul genre très connu, c'est le seul genre qui reste avec plusieurs espèces, c'est les échisétomes. Le genre échisétome. Bien sûr, vous devez retenir les 4 classes avec les ordres que j'ai donnés. C'est très important. Et on va parler, surtout, on va consacrer le cours pour la première classe, la classe des félicinés ou fougères. Tout le reste, c'est pour les fougères. La morphologie maintenant des fougères. En général, une fougère est constituée premièrement de racines, de rhizomes. C'est ça le rhizome. C'est une tige, mais qui est transformée. Elle est transformée en un organe de réserve qui se trouve dans la partie souterraine. C'est une tige qui n'est pas dans son état normal. La tige, normalement, elle est aérienne. Le rhizome, c'est pour ça qu'elle est appelée rhizome. J'ai dit toujours rhiz, c'est la racine. Elle ressemble à une racine, elle est appelée rhizome. Son rôle principal, c'est la multiplication asexuée ou la multiplication végétative. Je vais parler de la reproduction asexuée après. Ça, c'est des racines. Et comme c'est des racines qui sont apparues dans un endroit inhabituel, anormal, puisque les racines normalement ne sortent pas directement d'une tige, on peut les appeler racines adventives. Pour le reste, ça, c'est la feuille. La feuille, elle est constituée comme les feuilles des plantes supérieures. La feuille, elle est constituée d'un pétiole et d'un limbe. Tout ça, c'est le limbe. Le limbe, il est divisé en plusieurs pennes, plusieurs parties. Et chaque penne, il est divisé en pinnules, comme vous voyez ici. Ça, entre les pennes, c'est le rachis. Ça, c'est une jeune feuille qui apparaît. Voilà la morphologie d'une fougère. Maintenant, l'appareil reproducteur des fougères. L'appareil reproducteur des fougères, il est partagé en deux appareils reproducteurs, les sporanges et les gamétanges. On commence par les sporanges. Les sporanges apparaissent où? Sur les feuilles, c'est-à-dire le sporophyte. Les sporanges se différencient au niveau des feuilles du sporophyte. Ils sont regroupés en sorts à la face inférieure des feuilles chez les fougères. C'est-à-dire, si vous prenez la feuille d'une fougère, il faut la retourner pour voir les sporanges. Voilà, c'est sur la face inférieure. Ça, c'est la feuille ou la fronde. Ça, c'est la face supérieure. Et ici, c'est la face inférieure. Sur la face inférieure, qu'est-ce qu'on voit? On voit ça.
Ça, c'est les sores. Chaque sore, si on l'observe avec un microscope, on observe plusieurs particules. Chaque particule est un sporange, c'est-à-dire un sore est un ensemble de sporanges à la face inférieure des feuilles. C'est quoi le rôle? C'est clair. Un sporange, c'est-à-dire il va donner après des spores. Voilà le rôle des sporanges. C'est formé à l'intérieur des spores. Maintenant, le gamétange. Les gamétanges se différencient pas sur le sporophyte, automatiquement sur le gamétophyte. Le gamétophyte, qu'on a montré avant, c'est une petite feuille sous forme d'un cœur, une toute petite feuille, même pas une feuille, c'est un protal, où il y a les gamétanges sur la face inférieure aussi, il y a les entéridies et les archégones, comme chez les bryophytes. Les gamétanges se différencient sur la face inférieure du protal, le gamétophyte chez les fougères, les entéridies au sein desquelles se différencient des entérozoïdes multiflagellés sont très réduits et ressemblent à de petites sphères avec une paroi d'une seule couche de cellules. On a dit dans les bryophytes que chez toutes les cormophytes, il y a une formation de gamétanges. Ce n'est pas des gamétocytes, c'est des gamétanges. Le gamétange, il est formé à l'extérieur par une couche de cellules ou plusieurs couches de cellules. L'entéridie, c'est le gamétange mâle et l'archégone, c'est la même chose. C'est une forme de bouteille, si vous voulez. Une bouteille avec un col et un ventre et à l'intérieur, il y a une oosphère. Vous voyez ici le protal ou le gamétophyte avec des rhizoïdes pour se fixer. Il y a les entéridies et il y a les archégones sous forme de bouteille. On peut les observer aussi sur ce schéma. Il y a le gamétophyte, l'archégone et les entéridies. L'archégone, il y a à l'intérieur une oosphère et les entéridies vont libérer les entorozoïdes comme chez les bryophytes. Maintenant, pour la reproduction, il y a deux types de reproduction possibles. Les fougères font la reproduction asexuée. Parfois, les fougères font la reproduction asexuée. Grâce à quoi? Grâce au rhizome. Elle se fait essentiellement par fragmentation du rhizome à croissance indéfinie. Le rhizome, il n'a pas une limite dans la croissance. Sa croissance, elle est illimitée. Regardez ici, ça c'est le rhizome. Vous voyez ici, il y a une petite fougère qui germe sur le rhizome. Il n'y a pas ici une fécondation, une reproduction sexuée. Ce rhizome avec la fougère va se détacher et ainsi de suite. C'est la fragmentation du rhizome. C'est ça le rôle du rhizome. Cette méthode, elle est connue chez quelques espèces comme Pteridium equilinium. Maintenant, la reproduction sexuelle est très facile. La fécondation, c'est une oogamie. Comme chez les bryophytes, la même chose. Quand je dis oogamie, c'est-à-dire oosphère et spermatozoïde ou entérozoïde. C'est ça l'oogamie. Les fougères peuvent être monoïques ou dioïques selon l'espèce. On peut pas dire que c'est des monoïques ou c'est des dioïques, selon les espèces. Il y a plusieurs espèces de fougères. Les enteridies et les archégones ne sont pas matures en même temps. C'est très connu chez les fougères. On a sur les gamétophytes, enteridies et archégones, mais en général, la maturité, elle ne se fait pas en même temps pour encourager les fécondations croisées, c'est-à-dire une fécondation entre une fougère et une autre fougère qui se trouve juste à côté. Les gamètes mâles ou entérozoïdes nagent dans l'eau du milieu extérieur et sont attirés par chimiotactisme, c'est-à-dire une attirance chimique vers les archégones pour aller féconder l'oosphère. Presque c'est le même cycle chez les bryophytes, c'est une oogamie. L'œuf ou le zygote A2N se développe au sein de l'archégone pour former un jeune sporophyte A2N. Il germe dans la partie où il y a l'archégone fécondé, il germe pour donner un jeune sporophyte A2N. Ce sporophyte va donner la tige, le pétiole, la feuille, le limbe avec les pennes et tout ça. Et à maturité, il va former les sporanges. Le gamétophyte, le protal, finira ensuite par dégénérer. Le seul rôle du petit gamétophyte au protal, c'est la reproduction.
Après la fécondation, il va dégénérer, il va disparaître, il va laisser la place aux sporophytes. Le sporophyte va fabriquer des spores haploïdes après méiose au niveau des sponges. Au niveau des sponges, il y aura des méioses pour former des spores haploïdes et les spores vont être libérés pour germer et donner un gamétophyte haploïde qui va porter à son tour les gamétanges mâles et femelles et le cycle se refait. Comme vous voyez ici sur l'image, il y a un sporophyte qui va donner des spores, les spores vont donner le gamétophyte, etc. Et si vous voulez voir le cycle en détail, voilà, il y a plusieurs cycles. Là, vous trouvez plusieurs cycles sur le cours ou sur le net. Ce cycle, il est très bien détaillé. On commence par le gamétophyte ici. Le gamétophyte contient les entéridies et les archégones. Il y aura une fécondation ici pour former un œuf ou un zygote à 2 ans. Le zygote va germer. Il va germer pour donner quoi? Pour donner ici une tige qui va donner un sporophyte. Après ça, le protal va dégénérer et laisser la place au reste du sporophyte. Vous voyez ici un sporophyte qui est bien mûr, avec l'essor sur la partie inférieure des feuilles. L'essor ici contient les sporanges. Les sporanges vont former des spores. Ici, il y a une méiose pour former des spores haploïdes. La spore haploïde, quand elle est mature, quand elle tombe et germe, elle va donner un jeune protal, c'est-à-dire un jeune gamétophyte, et le cycle se refait. On a 2 phases, une phase haploïde à 1 et une phase diploïde à 2 ans. Le cycle de vie, il est digénétique puisqu'on a 2 phases. On a 2 générations, la génération sporophytique et la génération gamétophyte. Mais comme le sporophyte, il est plus grand, il est plus important que le gamétophyte, on commence par diplo. On ne dit pas un cycle digénétique haplodiplophasique. De préférence, il est aussi juste de dire haplodiplophasique, mais pour dire que le sporophyte il est plus important, on dit un cycle digénétique diplo-haplophasique. Voilà pour le dernier chapitre, le 5e chapitre des ptéridophytes. Comme ça, j'ai donné l'essentiel du cours de botanique. Bien sûr, vous devez revenir au cours sous sa forme PDF, vous devez réviser chaque chapitre, vous devez faire des résumés et bien sûr réviser des TP aussi. Et comme ça, je termine avec vous les séances de vidéo de présentation du cours de botanique. Et bien sûr, si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser par mail. Et j'espère qu'on aura le temps pour faire quelques cours sur place pour mieux expliquer tout ça. Et je vous remercie pour votre attention.